Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur la reprise de vos opérations, les aspects RH à prioriser. Avant de débuter, je laisse la parole à M. Mario Bédard, qui est président du conseil d'administration de Mallette. Merci. Bonjour tout le monde, bon matin, merci Julie. Effectivement, je suis président du conseil d'administration de Mallette. Je suis aussi l'associé directeur de la région Québec-Mauricie pour nos 6 places d'affaires. Excusez, je vous rappelle rapidement, Mallette, c'est une firme comptable de propriété québécoise, donc panier bleu. On est très, très québécois, 100%. Nous sommes 1000 ressources à l'intérieur du bureau dans 30 places d'affaires, un peu réparties partout entre cette île et Terrebonne dans la région de Montréal. Mallette, c'est aussi plus de 100 ressources en services conseil. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour vous parler de nos services conseils, étant donné que dans la période où on est de COVID et de retour ou de rebond après COVID, nos ressources en service conseil peuvent être d'une grande utilité pour vous tous, ne serait-ce que penser au niveau des subventions qui sont disponibles, des prêts qui sont disponibles, des crédits à la formation qui sont disponibles. À titre d'exemple, dans les dernières semaines, tu discutes avec des entreprises, la subvention de 75% des salaires de vos employés, qui est une subvention très importante. Les clients pensent qu'ils n'ont pas droit parce que consolidés dans leur groupe d'entreprise, ils n'ont pas diminué de 30% leur chiffre d'affaires. Par contre, il y a un calcul qui se fait où on peut regarder chacune des entités, puis tu peux avoir une filiale ou 2 filiales qui, elles, ont baissé de plus de 30%, et donc tu peux aller chercher la subvention dans ta filiale. Donc, c'est important de bien regarder chacune de vos entreprises et de faire un calcul pour voir si cette subvention-là est admissible pour vous. Les prêts. Des fois, des entrepreneurs, j'en ai un il y a une couple de semaines qui me dit « Ah, Mario, moi, ça va bien, je pense pas avoir besoin de ça. » Je lui dis « Oui, mais l'après-COVID, les répercussions, la crise économique qui peut arriver, si tu as droit, pourquoi ne pas t'en prévaloir? » Et on a fait rapidement les démarches pour lui pour aller chercher un prêt de 2,5 millions garanti par les institutions financières, par le gouvernement, par Investissement Québec. Donc, ce qui permet rapidement les entreprises de se mettre dans une situation de cash flow plus intéressante au cas où il arrive quelque chose plus tard. Puis, les crédits à la formation, le gouvernement du Québec a mis 100 millions sur la table. Ce qu'il faut, c'est de préparer un bon plan et de se dépêcher à déposer ça auprès des CLD de façon à être sur la liste de priorité parce qu'ils ont dit que quand 100 millions va être pris, ça va être terminé. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez voir. Je vous invite à aller voir notre site mallette.ca où vous allez retrouver tous les bulletins fiscaux qu'on a écrits depuis le début de la crise, ainsi que les conseils aux entrepreneurs qui peuvent vous aider réellement à mieux comprendre tout ce qui est disponible pour l'instant. Et si encore là, vous avez besoin de plus d'informations, mais n'hésitez pas à contacter chez Mallette un de nos professionnels qui pourra vous aider. Là-dessus, je laisse la parole à David et Dani qui vont parler des bonnes politiques RH. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Mario. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Je vais vous présenter également nos conférenciers. Donc, je m'appelle Julie Blackburn, je suis directrice du réseau Mallette. Je vais vous expliquer quelques petites fonctionnalités de Teams si vous êtes moins familier avec ça. Alors, si vous balayez votre écran, au milieu, vous avez un onglet qui s'appelle Questions et réponses, où vous pouvez nous écrire durant toute la présentation. Je vais pouvoir répondre à vos questions et si jamais il nous reste du temps, je vais également pouvoir transmettre ces questions à nos conférenciers. Donc, n'hésitez pas à nous écrire tout au long de la présentation. Je vais commencer par vous présenter nos conférenciers. Alors, M. Dany Landry, il est détenteur d'un baccalauréat en informatique appliquée, d'un baccalauréat en administration des affaires, d'un certificat en éducation, en plus du titre comptable CPA-CMA. Il est spécialisé dans un champ spécifique de la comptabilité de gestion, le coût de revient et les indicateurs de gestion. Depuis son arrivée chez Mallette en 2007, M. Landry a également réalisé des mandats de coaching de gestion, des mandats de gestion stratégique et d'implantation de tableaux de bord. Je vais également vous présenter M. Jean-François Quentin. M. Quentin est vice-président chez SBI International, qui est un manufacturier de poêles et foyers résidentiels. Il s'occupe de la gestion des processus et organisationnels. Il est membre du réseau Mallette depuis plusieurs années maintenant et depuis le début de la crise, nous avons eu la chance de suivre l'évolution des processus que SBI a mis en place pour passer à travers cette crise. Nous voulions vous montrer un exemple appliqué de bonnes pratiques en termes de gestion des ressources humaines pendant la crise. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous l'avons invité à partager son expérience avec vous.
Ensuite, je vous présente M. David Fizet-McGrath. Il est membre de l'Ordre des CRHA et candidat au MBA. David possède une expérience de près de 10 ans en gestion des ressources humaines. Avant de se joindre à l'équipe de Mallette, il a été appelé à mettre en place et à gérer des processus RH dans différents types d'organisations, notamment dans la fonction publique, dans le secteur privé, dans le domaine manufacturier et pour un réseau de franchises en restauration. Passionné par les relations humaines à l'échelle organisationnelle, il croit fermement que la performance d'une organisation est grandement influencée par sa capacité à s'adapter. Donc, sur ce, je laisse la place à notre conférencier, M. David Fizet-McGrath. Merci beaucoup, Julie, pour l'introduction, pour la présentation. Bonjour à tous les participants. J'espère que vous allez bien ce matin. Simplement, d'entrée de jeu, je vous mentionner que le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui a été monté en collaboration avec les différents professionnels RH de Mallette à l'échelle régionale. Donc, il y a un beau travail d'équipe derrière cette présentation-là. Je le mentionne, en fait, c'est important puisqu'il y a beaucoup de questions qui proviennent de nos clients dans cette période de grand chamboulement. Et puis, le webinaire a été monté en fonction des questions qu'on jugeait peut-être les plus prioritaires à aborder, mais dans un aspect très ressources humaines. Donc, Mario parlait d'entrée de jeu des différentes mesures financières, des différentes mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Je vous dirais, dans ce webinaire-là, on ne les abordera pas, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été diffusées par Mallette concernant ces programmes-là, mais on veut vraiment avoir un aspect gestion des ressources humaines. Donc, dans les premières semaines, je dirais peut-être même les premières journées de la crise, il y a quelques semaines, la question qu'on se posait, c'était, bon, comment comme entreprise on va s'organiser pour passer au travers de ce contexte difficile-là? Rapidement, il y a des mesures gouvernementales qui ont été mises en place, les choses se sont clarifiées graduellement. Puis là, on est venu se poser la question, comment mes employés vont être payés? Puis c'est quoi d'autres mesures financières qui vont venir supporter, entre autres, le salaire de nos employés? Mais là, maintenant, on annonce la reprise des opérations, on annonce un retour à la normale progressif. Fait que les questions qu'on reçoit en ce moment, c'est comment vont se dérouler la reprise des opérations? Je commence la présentation, je ne veux pas être alarmiste ou défaitiste, mais un point important, la crise n'est pas encore terminée, puis il y a possiblement encore beaucoup de risques à faire face en tant qu'employeur. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est vraiment a pour objectif de vous apporter une réflexion puis des pistes de solutions par rapport aux différents enjeux ressources humaines pour assurer une reprise efficace de nos opérations, mais aussi que vous soyez en mesure de repartir avec un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour bien gérer vos ressources humaines lors de la reprise. Donc, si on passe à la diapositive de contenu de la séance pour revenir sur les principaux points à aborder, on va parler tout d'abord de la base de la continuité des opérations. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire une reprise, mais aussi pour assurer que nos opérations vont continuer? On va aborder les rôles et les responsabilités. Donc, est-ce qu'il y a des redéfinitions à prévoir? On va parler à ce moment-là de la gestion des compétences. Suite à ça, les mises à pied, le rappel au travail, le volet santé-sécurité apportent un paquet de questions légales, mais aussi des considérations morales importantes à avoir. Donc, on va aborder ça. Puis les deux derniers points qui sont des points aussi très importants là, dans le contexte de la crise, les stratégies de communication à privilégier, mais aussi les meilleures techniques de mobilisation à mettre en place pour garder notre personnel motivé et mobilisé là, dans ce contexte-là. Donc, si on passe à la première section qui est la base de la continuité des opérations. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en tant qu'organisation, avez-vous déjà en place un plan de continuité des opérations ou un plan de continuité des affaires? Bon, premièrement, qu'est-ce que ça mange en hiver, un PCO ou un PCA? C'est un plan, en fait, qui va faire toute l'attribution de nos ressources humaines puis de nos ressources financières en période de grande perturbation. C'est un plan qui va venir déterminer c'est quoi les actions qu'on va prendre selon les différentes problématiques qu'on va identifier. Fait que ce qu'on veut en mettant en place un plan de continuité des opérations, c'est de minimiser les impacts de la grande perturbation qu'on vit en ce moment en venant clarifier qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour passer au travers de la crise. Là, dans le contexte actuel, je vous posais la question d'entrée de jeu, avez-vous ça dans votre organisation? La majorité des entreprises n'a peut-être pas un plan très détaillé de continuité des opérations. Il y a peut-être par contre déjà des réflexions qui ont été entamées à ce niveau-là. C'est sûr que de mettre en place ce plan-là, c'est un processus qui demande une analyse en profondeur de l'organisation, qui demande beaucoup de temps puis qui demande beaucoup de rigueur. Donc, est-ce que toutes les organisations ont le temps de mettre ça en place en ce moment? La réponse va varier d'une entreprise à l'autre. Peut-être que vous avez des ressources qui sont disponibles pour le faire,
Mais dans le contexte de crise, on constate que la majorité des organisations vont plus devoir y aller, entre guillemets, rapidement là, dans la mise en place d'un PCO. Donc, la base de la continuité des opérations, on a appelé cette portion-là comme ça parce qu'on veut venir à l'essentiel de la continuité des opérations. Fait qu'est-ce qu'on met en place rapidement et efficacement pour passer au travers? La première étape serait de mettre en place un comité de crise ou une cellule de crise. On a plusieurs de nos clients avec qui on discute qui nous disent, de notre côté, par exemple, c'est le comité de direction, on se réunit régulièrement. Est-ce que c'est nécessairement le comité de direction qu'il faut qu'il soit dans la cellule de crise? Pas nécessairement. Mais ce comité-là va se réunir régulièrement puis il va avoir 3 principales responsabilités, 3 grands rôles. Premièrement, de faire une analyse en continu de la situation. Donc, c'est quoi les problématiques qu'on vit actuellement? Comment on va passer au travers? Mais c'est quoi les problématiques qu'on projette aussi qui vont arriver ou qui peuvent arriver dans le futur? Puis c'est quoi les plans qu'on met en place pour contrer ces problématiques-là? Les personnes qui vont être dans le comité doivent être des personnes qui sont décisionnelles, dans des rôles décisionnels au sein de l'organisation, puisque le comité va mettre en place un plan d'action, va avoir à expliquer puis à bien enligner le plan pour qu'il soit réalisé. Et finalement, le dernier rôle du comité est certainement un des plus importants, un rôle de communication à l'ensemble de toutes les parties prenantes. En tant qu'employeur, je suis persuadé là, que vous êtes bombardé de questions de la part de vos employés. Là. Il y a tellement de mesures gouvernementales, il y a tellement de nouvelles annonces qui sortent. Les journalistes, sans nécessairement vouloir mal faire, viennent un peu brouiller les cartes ou viennent un peu mélanger des informations. Donc, tout n'est pas clair à 100%. Fait que les employés, ils se retournent vers leur employeur qui devient un peu un phare ou qui devient un peu vraiment le point de référence pour les questions. Donc, l'entreprise et le comité de crise va devoir communiquer c'est quoi les orientations de l'entreprise, c'est quoi les impacts pour l'employé, vraiment pour répondre aux questions des employés puis éviter la confusion. Donc, on veut arrêter la machine à ragot puis on veut que tout soit clair finalement. Si on passe à la diapositive suivante pour la suite de la continuité des opérations, une fois qu'on a mis en place un comité de crise ou une cellule de crise, une des premières choses qu'on va faire, c'est de venir identifier les fonctions essentielles de l'entreprise. Donc, on va évaluer ce qui doit absolument continuer et ce qui peut arrêter temporairement. Là, je veux faire un parallèle avec le corps humain sans être un spécialiste de l'anatomie, mais dans le corps humain, on a des organes vitaux, le cœur, le cerveau, etc. Si ces organes-là arrêtent de fonctionner, clairement, le corps va arrêter très rapidement, le corps ne suivra pas. Il y a d'autres organes, par exemple, le système digestif, si ces organes-là arrêtent, le corps va continuer de fonctionner de façon clairement non optimale, mais le corps va quand même pouvoir poursuivre. C'est un peu dans cette optique-là qu'on va identifier dans l'entreprise qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qu'on peut faire arrêter temporairement. C'est vraiment une gestion de risque qu'on va faire, une gestion de risque, puis on va baser nos décisions sur les impacts qu'elles vont avoir sur l'entreprise. Sur la base de cette analyse-là, qu'est-ce qui peut continuer, qu'est-ce qui peut arrêter temporairement, on va planifier ce qui peut reprendre en premier. Puis je pense qu'une question importante à se poser, c'est quoi la valeur ajoutée de ce qu'on fait pour nos clients? Une fois qu'on a mis en place le comité de crise, on a identifié nos fonctions essentielles, là, ce qu'on va faire, c'est de venir identifier c'est quoi les compétences requises pour faire rouler ces fonctions essentielles-là. Mais avant d'aborder ce point-là, j'aimerais qu'on passe à la diapositive suivante et qu'on fasse intervenir Jean-François. Alors, bon matin, Jean-François. Et j'aimerais savoir chez SBI comment on a assuré finalement la continuité des opérations. Donc, Jean-François, je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Effectivement, pour mettre en contexte, chez SBI, on a été obligé d'arrêter peut-être 3 jours complètement les opérations. On fournit des intrants dans les quincailleries, les ramoneurs de cheminées. Donc, il y avait certaines composantes qu'on devait fournir. Il y avait encore une saison de chauffage, donc c'était important de fournir nos clients à ce moment-là. Mais oui, effectivement, David, par rapport à ce que tu as dit, une des premières choses qu'on a regardées, c'est les enjeux de cette crise-là. Donc, finalement, on a constaté assez rapidement qu'il y avait le côté humain, il y avait l'aspect financier et le côté marché. Donc, ça, c'est 3 choses là, qu'on a. Quand on s'est assis avec le comité de crise, on a dit, ça, c'est prioritaire qu'on garde ces 3 choses-là. Et dans cet ordre-là, donc, les humains en premier. Donc, on s'est assis, nous autres, tu faisais un parallèle avec le comité de direction. Nous autres, on a choisi de prendre 3 à 4 personnes
On a un conseil de direction d'environ 8 personnes, mais je pense que dans cette gestion de crise-là, c'est souvent plus facile de prendre des décisions avec 3 ou 4 personnes. On est un petit peu plus agile. En deçà de 3 personnes ou 4 personnes, je pense que c'est pas assez parce qu'on se challenge pas assez. Mais quand on est 7-8, les décisions, on n'arrive pas à les prendre aussi rapidement puis être aussi agile. Donc ça, c'est une des choses qu'on a établi chez SBI. 3 à 4 personnes, on a trouvé que c'était notre sweet spot. La fréquence. La crise nous porte à avoir une fréquence très, très rapide. Nous autres, on se rencontrait 2 fois par jour. Donc là, on est un petit peu plus loin dans la crise, donc on a distancé. Mais au début, c'était minimalement 2 fois par jour. C'est pas obligé d'être super longtemps, mais le fait qu'on fasse un point de contact avec l'équipe pour se remettre à jour, ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu. Donc ça l'aide beaucoup dans la prise de décision. Dans l'aspect humain, je pourrais ajouter dans cet enjeu-là humain, ne pas oublier à quel point les gens sont stressés, à quel point ça a un impact sur vos employés. Donc, de ne pas sous-estimer ça. Ce qu'on s'est rendu compte aussi assez vite, c'est que de communiquer à l'écrit, c'est pas assez. Donc, prenez le temps de les appeler. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un téléphone. Donc, nous autres, on est 225 personnes chez SBI. On a pris le temps d'appeler tout le monde. On le fait minimalement 1 fois par semaine. Donc, on va revenir plus tard sur les enjeux de communication, mais je pense que sur l'aspect humain, c'est important de réaliser ça. Puis, quand vous allez réintégrer les personnes au travail, tout l'aspect sécurité autour des mesures d'hygiène, faites-en plus que moins au départ. Donc, ça sera de les enlever par la suite, mais nous autres, on est allé jusqu'à prendre la température 2 fois par jour. Donc, il y a des mesures, pensez un petit peu plus loin, puis dites-vous, je vais en faire trop, puis c'est plus facile d'en enlever que finalement de ne pas en avoir fait assez. Sur l'aspect financier, se faire des scénarios, donc se faire un scénario catastrophe. Puis je vous le dis tout de suite, faites le scénario catastrophe, puis quand vous pensez que c'est assez catastrophe, faites-en un pire que ça. Donc, je pense que c'est important. Puis pour voir un peu où ça va vous amener. Puis après ça, quand vous allez avoir le temps, bien, comme vous avez fait l'extrême, bien, faites les autres scénarios pour vous rendre jusqu'à celui-là. Parce que vous allez avoir des décisions à prendre au fur et à mesure. Puis si vous avez fait l'extrême, puis vous avez fait 4 scénarios intermédiaires, ça va être rapide pour vous de prendre une décision dans quel scénario vous vous trouvez. Donc, que ce soit des décisions de projet, des décisions de CAPEX, c'est quand je les déclenche, c'est quand je les coupe. Donc, cette façon-là, ça va être plus facile de réagir parce que vous allez l'avoir fait. Mais certainement, le plus important, c'est de faire le scénario catastrophe. Après ça, faites attention à la mauvaise créance. Je sais que dans notre cas, c'est important à regarder. Pensez à vos clients. Ils vont avoir la capacité de vous payer. Donc, ça peut être un enjeu à identifier tout de suite parce que c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va vous frapper, mais plus tard. Puis dans l'enjeu marché, c'est d'être agile. Donc, on s'est rendu compte assez rapidement que tout changeait. Nous autres, on avait un commerce B2C, donc toute la partie B2C, ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc, toutes les transactions par le web. Soyez à l'affût du comportement du consommateur. On ne sait pas comment le consommateur va se comporter dans le futur. Donc, ça, c'est important de le tenir en compte aussi. Vos compétiteurs, donc, qu'est-ce qui va arriver avec vos compétiteurs? C'est important de faire une veille par rapport à ça aussi, parce qu'on parle de scénario catastrophe, mais il faut tenir compte des opportunités aussi. Puis, on peut avoir un scénario extrême qui va être extrême dans le côté négatif, mais il pourrait être extrême dans le côté positif, puis il faut être prêt à réagir à ça aussi. Donc, ça fait partie des scénarios extrêmes. Puis, vos produits, puis vos services, c'est le temps, après ça, un coup que vous avez peut-être sécurisé le côté humain, le côté financier, bien, c'est de penser, bien, on est capable de rapidement revoir nos produits, le positionnement de nos produits, le positionnement de notre offre de service, parce que ça, rapidement, ça va vous démarquer dans le début de la crise. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait chez SBI. Merci Jean-François. Puis
Bien, je comprends en fait qu'il y a effectivement une bonne réflexion, il y a une bonne préparation à y avoir. Tu mentionnais également de ne pas nécessairement y aller avec l'ensemble du comité de direction, de cibler quelques personnes pour garder une agilité. Puis ça me permet de faire un lien avec la suite de la présentation qui est justement les rôles, responsabilités, la gestion par les compétences. Je pense que l'agilité, on le veut dans le comité ou la cellule de crise, mais l'organisation, c'est important qu'elle reste agile aussi puis qu'elle fasse preuve d'agilité. Je le disais tantôt, on a identifié nos fonctions essentielles. Maintenant, on identifie les compétences que ça prend pour faire rouler les fonctions essentielles. La crise, je l'ai dit, je reviens là-dessus sans être défaitiste, elle n'est pas terminée. Il y a différentes situations qui vont faire en sorte qu'on a des employés qui ne seront pas disponibles pour offrir leurs prestations de travail, soit à plus court terme ou à plus long terme. Exemple, des employés qui vont éventuellement être affectés par le COVID-19, soit personnellement, ou alors qui vont devoir s'absenter pour prendre soin de leur famille. Le gouvernement prévoit qu'il pourrait y avoir peut-être des nouvelles vagues de contamination. Donc, il y a encore des risques à ce niveau-là. Il y a peut-être des employés aussi qui vont prendre la décision de changer d'emploi dans cette période-là. Il y a des gens qui sont en arrêt actuellement. Ils ont du temps à la maison. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont se chercher une job ailleurs. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, outre l'aspect humain qui est non négligeable dans ces points-là, bien, les personnes qui vont quitter l'organisation de façon temporaire ou permanente vont peut-être partir avec des compétences et des connaissances qui sont importantes, puis qu'elles seules possèdent. Donc, si cette personne-là est au cœur d'une fonction qui est essentielle, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va compenser pour son absence? Une chose qui est importante à faire rapidement, c'est d'identifier les personnes qui sont aptes à prendre le relais sur certaines fonctions vitales. De voir, on a-t-il des personnes à l'interne qui ont des compétences transversales? Dans le cas où c'est le cas, il y a des personnes qui pourraient avoir les compétences, mais où on n'a pas une personne clé en main qui est capable de reprendre certaines fonctions, il faut peut-être assurer rapidement un transfert de connaissances. Par exemple, est-ce que c'est un bon moment pour faire de la rédaction de procédures, pour au moins qu'on ait une trace écrite de nos façons de faire, puis qu'on puisse s'y référer si on tombe dans un manque de personnel? Est-ce qu'on a le temps en ce moment de faire de la formation, du coaching pour former des nouvelles personnes sur nos façons de faire actuelles? C'est d'ailleurs un peu la raison d'être de la mise en place du PACME, le fameux programme de subvention à la formation du gouvernement provincial. Je ne veux pas entrer en détail dans ce programme-là, mais c'est un programme qui vise justement des subventions pour la formation. Pour les entreprises qui ont déjà mis en place une matrice de compétences ou un plan de gestion de la relève, c'est-à-dire où on vient identifier c'est qui les successeurs potentiels sur certains postes, c'est le temps de leur sortir du tiroir et de le garder proche, ce plan-là, pour s'y référer si on a des personnes là, qui doivent s'absenter. Je veux passer rapidement, là, on revient un peu sur l'aspect communication, mais pour les affectations temporaires, c'est important de déterminer c'est quoi là, clairement le nouveau rôle et les nouvelles responsabilités des personnes qu'on va affecter à des nouveaux postes, de clarifier les objectifs qu'ils ont, de clarifier est-ce que c'est une fonction que j'ajoute à tes fonctions régulières ou je te sors de tes fonctions régulières pour te mettre dans ces nouvelles fonctions-là pour passer au travers de la crise. Pourquoi est-ce que c'est important de venir clarifier ça? Tout va vite, on est dans l'urgence, on ne veut pas que nos employés se sentent garrochés. On veut aussi que les collègues de ces personnes-là qui sont réaffectées comprennent leur nouveau rôle puis savent c'est quoi les interactions qu'ils vont pouvoir avoir avec ces personnes-là pour le côté professionnel. Dans le cas où on se rend compte que côté compétences, on n'a pas d'alternative à l'interne, il y a d'autres alternatives, par exemple les agences de placement temporaire. On peut aussi regarder dans les relations qu'on a avec nos partenaires, donc fournisseurs, clients, etc., si ces partenaires-là peuvent avoir des solutions pour nous. Ce qui m'amène à la prochaine diapositive, à Jean-François, à te reposer une question. Quels ont été les impacts en fait de la crise sur les rôles et responsabilités, sur la gestion des compétences chez SBI? Oui, donc en fait, ça fait environ 10 ans que SBI, on a une gestion par processus. Donc ça nous a vraiment aidé beaucoup. Je pense que tout ce qui est matrice de compétences, je reviens sur l'importance de ça. Nous autres, heureusement, on l'avait fait avant la crise, donc ça nous a vraiment aidé beaucoup pendant la crise. Donc, d'identifier à travers vos processus ou à travers vos équipes, il y a toujours des activités critiques. Donc, il y a des activités qu'on va faire qui sont un petit peu moins critiques sur la continuité du processus. Donc, peut-être qu'on peut arrêter de les faire 1 semaine, 2 semaines, puis voire même 3 semaines, c'est pas trop grave, on va se reprendre. Donc, souvent, de former une personne dans ce contexte-là, c'est un petit peu plus facile. Donc, tandis qu'une activité critique,
que si vous ne faites pas une journée, le processus tombe ou votre entreprise est impactée, ça, c'est vital. Donc, nous autres, heureusement, on mesurait beaucoup la maturité de nos équipes. Puis, dans la portion de la maturité, ce qu'on mesurait, c'est est-ce qu'ils avaient identifié leurs activités critiques et est-ce que ces activités critiques-là étaient documentées? Puis, est-ce qu'il y avait au moins 2 personnes compétentes dans l'organisation pour faire ces activités critiques-là? Ça paraît peut-être très, très gros, là, puis on a peur de ça, mais souvent, là, vous allez remarquer que c'est peut-être 2, 3 activités critiques par équipe. Donc, c'est pas tant que ça quand on pense à ça. Puis ça va peut-être toucher 2, 3 personnes maximum. Donc, si vous ne l'aviez pas fait avant, je pense que là, c'est important de rapidement identifier ces activités critiques-là, faire finalement documenter qu'est-ce qui est fait dans cette activité critique-là. Il y a même des petits outils super faciles aujourd'hui où vous pouvez filmer votre écran durant que vous cliquez sur les différents boutons ou les différents logiciels que vous utilisez. Puis c'est enregistré, donc pas besoin de faire quelque chose de compliqué, mais de le faire. Puis surtout, mettre un processus d'audit en place. Donc, si vous faites tout ça, mais vous ne le vérifiez pas dans le temps, puis vous ne l'auditez pas, ça va tout retomber. Donc, moi, je pense que c'est important après ça, tant qu'à le faire durant la gestion de crise, bien, faites-le au complet. Mettez-vous des rappels, puis assurez-vous, nous autres, on va aussi loin que, dépendamment du type d'activité critique, minimalement, une fois par 6 mois, si c'est plus critique, une fois par 2 mois, de même faire une simulation. Bon, bien, cette personne-là n'est pas là, c'est son remplaçant ou sa remplaçante qui doit faire l'activité critique. OK, on fait une simulation. Aujourd'hui, c'est toi qui fais cette chose-là. Donc là, la personne, elle le fait. Elle lit la procédure, donc elle est capable de corriger, voir si ça ne fonctionne pas, si elle a des questions. Mais heureusement, ce n'est pas une vraie situation de crise parce qu'elle a l'autre personne à côté d'elle ou accessible pour lui poser des questions. Donc ça va vraiment faire en sorte que votre processus va être beaucoup plus robuste quand il va arriver en temps de crise. Attendez-vous, là, si je regarde le côté reprise, là, malgré tous les efforts que vous allez faire, on a quand même remarqué 2 pôles, là. L'usine ou les personnes qui sont sur place. Donc, les personnes qui sont sur place, il y a beaucoup, beaucoup de perturbations. Vous allez voir qu'un simple mal de tête prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. OK, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu le COVID-19? Va-t'en chez vous. Donc, tu as parlé à 4 personnes aujourd'hui, on va envoyer les 4 personnes chez eux. Donc, vous allez voir que rapidement, il y a une notion de stress qui fait en sorte que ça se peut que vous perdiez une journée la moitié de votre équipe parce que quelqu'un ne filait pas. Donc, vous allez passer à travers ça, vous allez mettre des choses en place pour mieux réagir à ça, mais certainement que les premières semaines, c'est ça qui va se passer. Donc, souvent, d'avoir les gens sur place, ça va impliquer beaucoup plus de perte de productivité, beaucoup plus de réactions à avoir. Tandis que quand on est à distance, à la maison, c'est un petit peu plus facile parce que si la personne elle se sent mal, elle est quand même toute seule chez eux. Donc, peut-être qu'elle va manquer un peu de travail la journée même, mais rapidement, le lendemain, elle n'a pas contaminé d'autres personnes du bureau. Donc, ça, c'est peut-être à tenir en compte aussi. Donc, de savoir que quand vous allez ramener des personnes au bureau, bien, de vous assurer que peut-être qu'il va y avoir plus de volatilité dans ce qu'ils vont être capables de faire jour après jour. Donc, peut-être avoir un plan B, C puis D. Donc, c'est pas mal ce qu'on a remarqué chez SBI. Merci Jean-François. Puis je pense que dans les points importants que tu mentionnes, les entreprises qui ont déjà en place là, une façon de gérer leur processus puis leur procédure, en fait, qui ont des procédures opératoires rédigées où les gens avec formés un processus suivi, tout ça, vont possiblement passer au travers un peu plus facilement. Une question qui va ressortir, c'est pour les entreprises qui n'avaient pas ces façons de faire-là. Bien, je pense que l'important, ça va être, comme tu le mentionnes, d'y aller graduellement en identifiant c'est quoi les activités critiques, en commençant par ça, puis peut-être en se servant de la crise pour apporter cette bonne pratique-là, pour faire une continuité sur l'ensemble de nos processus importants dans l'entreprise. J'aborderai maintenant à la diapositive suivante les aspects légaux et moraux parce que ça aussi, ça apporte beaucoup de questions, là. Je pense qu'un point important d'entrée de jeu à ce niveau-là, c'est que la crise actuelle ne permet pas de se soustraire à ses obligations légales. Donc, tout ce qui est application de la loi sur les normes du travail, notamment les préavis de fin d'emploi, Charte des droits et libertés de la personne au niveau de la discrimination, par exemple, bien, clairement, l'employeur a encore ses obligations légales-là.
des questions qui ressorti beaucoup, je vous dirais, au début, puis qu'on a encore en ce moment, c'est la gestion des mises à pied, mais aussi la gestion des rappels au travail. On se base sur quoi pour prendre ces décisions-là? Puis c'est quoi le cadre légal qui encadre les mises à pied puis le retour au travail? Bien, clairement, avec la base de ce qu'on vous a déjà présenté dans le webinaire, on se base sur les besoins, sur les fonctions essentielles de l'entreprise, sur les compétences qui sont requises. Mais je pense qu'un point qui est pas à négliger non plus, c'est de se baser sur les coûts, donc de ne pas négliger l'aspect financier là-dedans. Jean-François le mentionnait tantôt dans sa première intervention. Il faut prendre des bonnes décisions financières, il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, l'aspect, vous parlez d'un gars RH, l'aspect humain est très important, mais l'aspect financier, il n'est pas à négliger non plus. Fait que la question, c'est bien, comment est-ce que je choisis les gens que je mets à pied, puis comment est-ce que je vais gérer le retour au travail par la suite? Dans un contexte de rapport individuel de travail où notre entreprise n'est pas syndiquée, c'est le droit de gérance qui est prévu à la loi, qui va venir encadrer ce que l'employeur peut faire et ne peut pas faire. Et on s'entend que le droit de gérance, c'est plutôt large. Donc, ça donne une grosse marge de manœuvre qui peut être bénéfique, mais il faut quand même faire très attention et c'est là que l'aspect moral va entrer en compte. C'est de dire, par exemple, une entreprise qui décide de faire un rappel au niveau, par exemple, de la performance des employés au travail, puis dit, ben moi, je vais rappeler mes plus performants en premier parce qu'ils sont plus productifs. Ben, il faut que vous soyez à l'aise de justifier devant l'ensemble de vos employés que ceux qui reviennent, c'est les plus performants, puis ceux qui restent à la maison, ben, c'est les moins performants. Est-ce que c'est légal de le faire comme ça? À première vue, je ne vois pas de considération légale importante là-dedans, mais la considération morale au niveau des relations de travail, entre autres, va être super importante. Donc, de prendre des décisions qui mettent de l'avant le sentiment de justice et d'équité pour votre personnel, ça va être super important. De faire une gestion de risque en partant des fonctions essentielles, mais aussi de s'assurer qu'on respecte la législation, très important. Ne pas négliger non plus la possibilité de volontariat. Parler à vos gens, s'il y a des gens je le disais tantôt, il y a des gens qui ne pourront pas revenir au travail parce que les enfants sont à la maison, l'école n'est pas recommencée encore, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va recommencer, il y a des annonces, mais ce n'est pas encore 100% clair, il y a des ambiguïtés là-dedans. Donc, parler pour voir, il y en a-tu qui doivent rester à la maison, donc ça va peut-être vous éviter l'odieux d'avoir à prendre ces décisions-là. Au niveau quand on est en rapport collectif de travail dans un contexte syndiqué, ben là, la convention collective vient prévoir les mécanismes de retour, de mise à pied en fait, puis de retour au travail. Est-ce que ces mécanismes-là sont tous adaptés au contexte de la crise? La réponse, c'est malheureusement pas. Je pense qu'un point important va être d'aller impliquer les instances syndicales au sein de ces décisions-là. Donc, est-ce que le syndicat va jouer un rôle décisionnel pour trancher dans les décisions qu'on va prendre? C'est à voir, peut-être plus un rôle consultatif, mais clairement, il faut aller chercher l'adhésion du syndicat dans les décisions qu'on va prendre. Je pense que ça va prendre une bonne collaboration puis une bonne entente là, pour adapter nos façons de faire. Un point important, je jasais avec un client il y a quelques semaines, puis il mentionnait dans un contexte, je dirais pas similaire, là, mais dans un contexte semblable de mise à pied, il y avait eu une entreprise manufacturière avait eu une entente avec le syndicat pour prévoir des mises à pied qui sortaient du cadre de la convention, puis il y a eu une entente verbale entre l'employeur et le syndicat. Les employés, au moment d'aller faire leur réclamation à l'assurance emploi, auraient été pénalisés sur les prestations qu'ils pouvaient recevoir, étant donné qu'on a passé outre le mécanisme qui était prévu à la convention. Donc, ce n'était pas de la mauvaise foi, ni de la part de l'employeur, ni de la part du syndicat, mais c'est simplement qu'ensemble, on a pris la décision d'outrepasser un mécanisme qui était prévu. Donc, je vous dirais, les conventions collectives prévoient qu'on peut faire des lettres d'entente qui vont prévoir des nouveaux mécanismes. Donc, mettez ces ententes-là par écrit. Ça va vous baquer, puis ça va assurer une certaine sécurité pour vos employés aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'un employé de manière permanente? Donc là, il y a une réorganisation, puis on se rend compte que l'entreprise roule bien avec un peu moins de personnel, puis on se ramasse à couper des postes. C'est des questions qu'on a de nos clients aussi actuellement. La réponse, en fait, je répète ce que j'ai dit au début de la diapositive, la crise ne permet pas de se soustraire à ses obligations légales. Donc, les préavis à verser en temps ou en argent doivent encore être versés. Je vous dirais, par contre, la crise ouvre peut-être place à une application large de la loi où pour congédier ou licencier un employé qui a plus de 2 ans d'ancienneté, habituellement, l'employeur doit avoir une cause juste et suffisante. Et là, la crise actuelle pourrait en soi être une cause juste et suffisante. Et là, je demeure très prudent dans cette affirmation-là, dans le sens où il y a un paquet de facteurs qui peuvent venir influencer ce que je viens de dire. Donc, si vous êtes dans ces réflexions-là dans vos organisations, n'hésitez pas à vous référer à un conseiller en ressources humaines ou un conseiller en droit du travail
pour prendre la meilleure décision pour éviter des problématiques ou des pénalités. Au niveau santé, sécurité au travail, pourquoi je le mets dans l'aspect légal? En fait, l'employeur a l'obligation légale d'assurer la santé et l'intégrité physique de ses employés, l'intégrité psychologique également. Et comment est-ce qu'on va le faire dans le contexte de la reprise des opérations? Je vous dirais ce qui va être important, c'est de suivre les recommandations de la santé publique. Donc, la distanciation, on évite les contacts le plus possible entre les personnes, que ce soit entre les employés ou entre les employés et les clients. Les mesures d'hygiène, on fait des rappels, on fait des suivis. Jean-François le mentionnait tantôt, prise de température, ça peut être une bonne pratique. Oui, c'est intrusif, mais c'est justifié en ce moment. Là-dessus, je vous invite à consulter le site de la CNESST qui a mis en place un aide-mémoire que vous pouvez distribuer à vos employés. C'est une petite fiche explicative, un PDF. Vous pouvez aussi l'imprimer puis l'afficher dans vos locaux pour faire des rappels d'hygiène et des mesures préventives là, en santé et sécurité dans le contexte de la crise. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Danny pour qu'il puisse continuer avec l'organisation des communications. Alors, merci David. Bonjour, bon matin tout le monde. Pour la partie communication, dans le fond, on doit répondre à 5 questions. Pourquoi, qui, quoi, quand et comment. Donc, dans pourquoi communiquer? C'est parce qu'on doit être en mesure de transmettre un message uniforme. David l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui circulent de plusieurs sources différentes. Pas toujours facile de s'y retrouver, puis il faut surtout éviter les rumeurs. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit communiquer et de façon récurrente. Évidemment, ça prend 2 ingrédients importants, l'honnêteté et la transparence. Donc, c'est pas le temps de cacher des choses aux employés. Il faut être vraiment honnête et transparent dans toutes nos communications. Qui doit faire les communications? Ce n'est pas obligé que ce soit le directeur général en tout temps. Donc, c'est tous ceux qui ont bâti une relation de confiance avec les employés. Tous ceux avec qui les employés se sentent assez en confiance pour faire une rétroaction. Évidemment, ça dépend du message à transmettre. Il y a peut-être des messages qui doivent être transmis par la haute direction, bien sûr, mais c'est un des éléments à considérer. Et aussi selon les risques de perte de charge. Tantôt, je vais en parler des pertes de charge, mais vous connaissez le fameux téléphone arabe où là, le premier bout de phrase, c'est « ça va bien aller », puis ça finit par « c'est à soir qu'on va pédaler ». Il y a quelque chose à quelque part entre les deux qui s'est perdu, là. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne rétroaction de la part de toute la chaîne de communication pour être sûr que le message est bien compris et bien entendu. Qu'est-ce qu'on communique? On en a parlé aussi tout à l'heure. Ce qu'on doit communiquer, c'est la vision. Vers où l'entreprise s'en va dans ce temps de crise-là? C'est quoi les objectifs qu'on vise dans cette grande période de perturbation-là? Et l'autre élément qu'on doit communiquer, c'est tout ce qui peut avoir un impact direct sur vos ressources. La paye, les vacances, les horaires de travail. Donc, tout ça, ça a un impact direct sur les ressources. Ce qui veut dire que quand vous communiquez, très important d'être capable de percevoir comment le récepteur va recevoir cette communication-là. Donc, d'être capable de se mettre à la place d'eux. Donc, ce qui peut sembler anodin pour vous peut être une montagne pour la personne qui perçoit le message. Il faut donc essayer de voir les émotions anticipées. Donc, ce que je vais dire, est-ce que ça va créer un sentiment de « go, on y va » puis un sentiment d'excitation ou au contraire, ça va être la panique générale. Donc, ça, c'est très, très, très important d'amener ces éléments-là. Vous avez probablement un paquet de choses à communiquer. Maintenant, pour éviter d'aller à gauche et à droite, ce que je vous dirais, commencez par la fin. Qu'est-ce que vous voulez que l'employé retienne? C'est quoi le message principal? À la limite, là, si vous aviez à faire un slogan dans votre message, quel serait quoi votre slogan? Et là, à partir de là, vous pouvez commencer à enrober pour amener les autres aspects de communication. Quand est-ce communiquer? On en a parlé aussi tout à l'heure, le plus régulièrement possible, surtout en temps de crise. Donc, dans certains cas, ça va être une fois par jour. À un moment donné, ça va peut-être se passer une fois par semaine. Donc, ça va dépendre de la vitesse dont les changements interviennent et selon l'ampleur de la crise, bien sûr, et selon l'importance des messages. Comment on communique? Évidemment, il faut que le message arrive à destination. Donc, il faut que tout le monde soit informé. Et là, les options peuvent être nombreuses. Ça peut être sous forme de réunion générale, sous forme de chaîne téléphonique, de Facebook, courriel, babillard. Et ça dépend aussi selon le message à transmettre. Vous comprenez que pour annoncer le prochain 5 à 7, on peut y aller par courriel, il n'y a pas trop de problème. Mais si on a des mises à pied massives à annoncer, je pense qu'on va y aller plutôt par réunion générale, suivi d'un appel téléphonique avec une chaîne téléphonique pour justement rassurer les gens, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, au niveau des émotions anticipées, au niveau du récepteur, comment lui va percevoir le message. Donc, c'est super important d'arriver à aller chercher une rétroaction. Ce qui m'amène maintenant à poser une question à Jean-François. Chez SBI, de quelle manière seront gérées les communications dans les prochains mois?
Donc, comment ça va se passer dans les prochains mois? Oui, merci, Danny. En fait, on a commencé dès la journée 1 au niveau de la gestion des communications. Puis effectivement, je suis tout à fait en ligne avec ce qui a été dit. Une des choses qu'on a remarqué, d'avoir la même personne, dans une plus petite organisation, c'est sûr que ça peut être toujours la même personne physiquement qui va transmettre l'information. Dans une plus grosse organisation, bien, ça va être la même personne dépendamment des enjeux. Donc, je pense que c'est important de dire, OK, si moi, Jean-François, je fais la communication générale à toute l'entreprise pour ces enjeux-là, mais c'est moi qui vais le faire du début à la fin de la crise ou de semaine en semaine ou de jour en jour. Exemple chez nous, puis je pense que assez rapidement, c'est ce qui va arriver. Vous allez voir que tout l'aspect sécurité COVID-19, c'est peut-être important d'avoir quelqu'un qui est responsable de ça, okay? Du moins qui est comme le visage de ça au sein de l'organisation. Puis si lui a des questions, il va se rapporter au comité de crise. Mais ça, c'est une chose qu'on a faite, nous autres. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être... je pense qu'il faut oublier la hiérarchie d'avant la crise, là. Des fois, il y a des personnes, nous autres... la personne qui s'occupe de la sécurité au niveau COVID-19 chez SBI, c'est une personne qui s'occupait de tous nos bâtiments puis de la maintenance en général. Donc, mais c'était une personne qui avait le profil pour le faire. Donc, au moins, les gens sont au courant qu'ils vont vers cette personne-là s'ils ont des questions ou ils veulent être rassurés par rapport à quelque chose. Et cette personne-là sait que si elle n'a pas les réponses, c'est à elle de trouver les réponses auprès du comité qu'on a mis en place. Donc, ça, je pense que c'est important de le faire comme ça. On l'a dit, pas oublier de parler directement aux personnes. Donc, le téléphone, souvent, ça va être beaucoup plus rassurant que l'écrit. On peut souvent faire l'écrit en premier, mais de faire des petites vérifications téléphoniques, c'est important de le faire. On a parlé aussi des rumeurs ou de se mettre à la place de l'autre. Ça, on l'a remarqué. Puis, des fois, ça peut être une personne qui va appeler un des employés, mais le sentiment qu'il a ou comment il a perçu la communication, c'est important qu'ils reviennent à l'équipe et qu'ils disent, ben, je suis pas sûr. Donc, nous autres, on a tout un mécanisme, on est 3 aux ressources humaines, naturellement, tous les gestionnaires. Donc, on se parle rapidement, puis ça se peut qu'on rappelle une personne une deuxième fois, voire même, on a déjà vu une troisième fois par une autre personne. Donc, de voir que, OK, il y a un peu plus d'affinité avec cette personne-là, je la sentais vraiment nerveuse. Tu ferais-tu une petite vérification, Geneviève, après mon appel? Je pense que ça serait important. Donc, juste de se sécuriser des fois quand on a des doutes. On ne le fait pas à tout le monde, mais au moins, on est sûr qu'on a couvert tous les angles. Donc, ça c'est une chose vraiment importante. Dans le retour au travail, les gens, là, ils ont hâte de vous voir, puis ils ont hâte de voir physiquement les personnes. Donc, ne sous-estimez pas la valeur de faire des petites rencontres, respecter le 2 mètres, mais d'aller physiquement voir les gens. Moi, j'ai vu une grosse différence. Dès les premières journées de retour au travail, j'étais là physiquement pour aller voir les équipes. Puis, je me suis assuré qu'à chaque quart de travail ou à la fin d'une semaine de travail, on faisait le point, mais ensemble, face-to-face, comme on dit. Puis, ça a vraiment, vraiment été apprécié. Donc, bon, vous respectez toutes les consignes de sécurité, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Puis ça a une bonne puissance, surtout en retour de confinement. Puis une des choses qu'on utilisait beaucoup chez SBI, puis que ça va venir renforcer cette façon de faire-là, qui est le DMS, Daily Management System. Donc, toute la gestion du quotidien. Donc, nous, nos équipes, nos gestionnaires vont rencontrer leurs gens, leurs personnes, leurs équipes une fois par jour. Donc, même de façon virtuelle, assez rapidement, on s'est rendu compte de faire une petite mise au point de 15-20 minutes, mais à tous les jours, puis pas sauter cette mise au point-là de 15 à 20 minutes. C'est énorme la puissance que ça a sur l'organisation des tâches, de savoir que, OK, aujourd'hui, c'est ça les attentes que mon responsable a. Je suis capable de délivrer, je ne suis pas capable de délivrer, on en discute. Mais c'est rassurant, puis de le faire à tous les jours, c'est vraiment important. Donc, ça c'est une des choses qu'on a remarqué aussi. Donc.
Alors, merci Jean-François. Très important au niveau des communications aussi, il faut faire attention pas seulement aux mots, parce que je vous disais tantôt, c'est important de savoir c'est quoi le message, mais au-delà du message, il faut aller vraiment voir, il faut aller chercher la rétroaction des gens, parce que lorsqu'il y a un message, le verbal compte pour à peu près 20% et le non-verbal pour à peu près 80%. Parce que quand je vous parlais tantôt de perte de charge, il y a une différence entre ce que je voulais dire et ce que j'ai réellement dit, ce que le récepteur, lui, a entendu, ce qu'il a compris, ce qu'il a analysé et ce qu'il a interprété. Donc, d'où l'importance de revenir puis de vraiment s'assurer que le message a été bien compris. Parce que seulement les mots, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Jean-François lorsqu'il dit que c'est mieux d'appeler les gens parce qu'un courriel, ce n'est pas suffisant. Et je vais vous donner la preuve. J'ai 4 phrases. Ben, en fait, j'ai une phrase. Je vais la dire de 4 façons différentes. C'est les mêmes mots. Et vous allez voir que la façon dont je vais le dire, ça va donner tout un autre sens. Par exemple, et là, je vais me prêter au jeu, je vais demander à David qui se prête au jeu. Alors, David, je vais te dire cette phrase-là. Je n'ai jamais dit que Pierre avait embrassé Marie. Alors, qu'est-ce que tu comprends dans cette phrase-là? J'en comprends que ce n'est pas arrivé. OK. Alors, je vais dire la phrase d'une autre façon. Je n'ai jamais dit que Pierre avait embrassé Marie. Mais là, j'en comprends que c'est toi qui ne l'as pas dit, mais que peut-être quelqu'un d'autre l'a dit. OK. Je n'ai jamais dit que Pierre avait embrassé Marie. Mais là, j'en comprends qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, par exemple, qui a embrassé Marie. OK. Je n'ai jamais dit que Pierre avait embrassé Marie. Mais là, j'en comprends que Pierre a peut-être embrassé quelqu'un d'autre. Alors, vous comprenez que seulement les mots, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, vraiment s'assurer d'aller chercher une rétroaction pour voir qu'est-ce que les gens ont compris. C'est pour ça que simplement un courriel, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. On va aller maintenant dans le côté de la motivation et la mobilisation. Donc, comment on fait pour motiver les gens? Et là, je me souviens, je me souviens que quand j'étais jeune, je regardais les cirques. Et ça n'avait rien à voir avec les cirques du soleil d'aujourd'hui. C'était un cirque où on voyait des acrobates, des dompteurs de tigres. Et puis, ce qui me fascinait, c'était de voir un dompteur de tigre qui était capable de prendre un tigre et de le faire sauter dans un certain saut en feu quand on sait très bien qu'un tigre, ça a peur du feu. Et là, je me demandais, mais comment ils font pour motiver le tigre à sauter? Alors, c'est très, très simple. Okay? Le tigre, première des choses, il a confiance au dompteur de tigre. Okay? Il le fait donc parce qu'il a confiance. Parce que, et si je fais l'analogie, votre usine actuellement est en feu ou votre entreprise actuellement est en feu, on est en état de crise, bien, les gens vont faire les choses parce qu'ils ont confiance en vous. L'autre chose, pourquoi le tigre le fait? C'est parce qu'il y a un objectif. Parce qu'en passant, le fouet ne sert pas à fouetter le tigre, parce que là, je vous jure que le dompteur de tigre ne serait pas là longtemps. Le fouet sert uniquement comme code. Donc, lorsqu'il y a un coup de fouet par terre, le tigre sait que c'est à ce moment-là qu'il doit sauter dans le cerceau en feu. Donc, l'objectif est clair. Donc, l'employé sait exactement ce qu'il a à faire. L'autre élément, le tigre, il sait quoi faire parce qu'il l'a pas, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait plusieurs fois, donc il sait quoi faire également. Et pourquoi aussi le tigre est prêt à sauter dans le cerceau en feu? C'est parce qu'à la fin, il sait qu'il va avoir sa récompense. Donc, c'est la même chose au niveau des entreprises. Il faut être capable de récompenser nos gens. Et là, tout de suite, il y en a qui vont penser récompense égale salaire. Pas tout à fait. La meilleure récompense qu'on peut donner à un employé, c'est beaucoup plus la reconnaissance et l'encouragement à l'effort. Donc, ça, c'est la meilleure récompense qu'on peut donner à l'employé. Et ça m'amène aussi à vous parler des dresseurs de baleines. En passant, les dresseurs de baleines, première des choses, quand ils recrutent une baleine dans l'océan, ils ne recrutent pas une baleine qui saute parce qu'à la base, ça ne saute pas comme ça, il faut leur montrer. Alors, comment on fait pour montrer une baleine à sauter? C'est simple. On met une corde au fond de la piscine et quand la baleine passe au-dessus de la corde, elle a un poisson. Puis quand là, c'est sûr qu'au début, elle ne comprend pas pourquoi elle a son poisson, mais bon. Après ça, il monte la corde dans le milieu de la piscine. Et lorsque la baleine passe en dessous de la corde, pas de poisson. Au-dessus de la corde, un poisson. Il monte la corde maintenant aux 3/4 de la piscine. Là, la baleine a besoin de faire un effort pour passer par-dessus la corde. Là, elle a son poisson. Et finalement, ça va être la corde aura la piscine. Et là, la baleine doit se donner une impulsion pour passer par-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond, on a récompensé à chaque étape du processus. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce qui est important, ce n'est pas de récompenser l'objectif atteint, c'est la progression vers l'atteinte de l'objectif. C'est ce qui est vraiment important à considérer.
Ça m'amène à la diapositive suivante. Ici, j'en ferai pas une lecture complète. Dans le fond, c'est un volume que j'ai déjà lu de l'auteur Dennis Parkins, qui est Leadership sous zéro, qui raconte l'histoire, dans le fond, d'un capitaine de navire, capitaine Shackleton, dans les années 1914, où il est parti en expédition, 2 ans de temps. Ce qui est arrivé, le navire était écrasé par les glaces. Il y a un équipage qui était en rade sur une banquise de la mer Weddell. 2 périlleux voyages en embarcation, petite embarcation sur un océan déchaîné. Une équipe qui était abandonnée à elle-même sur une île, l'île aux éléphants, déserte et sauvage. Et malgré tout ça, 100% de l'équipage sont revenus en vie. Donc, on a ramené cette histoire-là dans un exercice de leadership et de communication, et c'est ce que ça donne comme stratégie. Donc, c'est super, super intéressant. Donc, je vous invite à lire ce volume-là qui est vraiment en lien avec ce qu'on vit présentement. Ça m'amène à poser la question suivante à Jean-François. Quelles mesures ont été mises en place pour mobiliser les ressources chez SBI? Donc, oui, c'est ça. Donc, chez SBI, effectivement, je pense que c'est l'aspect probablement le plus important pour un retour réussi ou pour la continuité des choses. Qui malheureusement, il y a une bonne partie de ça qui doit avoir été fait avant la crise, parce qu'on a ce capital-là de motivation. Si on l'a gagné avant la crise, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup pour la suite des choses. Sinon, c'est de rapidement faire un mea culpa sur certaines choses du passé pour être capable de se concentrer sur le futur. Donc, une des choses qu'on a dit rapidement, ou que j'ai dit rapidement à l'équipe, la maladie puis le virus, c'est un des aspects, mais je pense que rapidement, il faut focusser sur les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est vraiment une guerre. On est vraiment en état de guerre, puis c'est quelque chose c'est plus difficile même qu'une guerre, parce qu'une guerre, les balles vont nous siffler à côté des oreilles, puis on va comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. Tandis que là, c'est un peu intangible. Mais c'est sûr et certain que les perturbations sociales, économiques qui vont en suivre vont avoir une conséquence. C'est sûr qu'il va y avoir une conséquence sur nos organisations. Donc, il faut vraiment se mettre dans cet état-là. Ce qu'on a dit aussi, c'est ce qu'on a fait dans le passé, c'est fini. Puis le futur, c'est une semaine. T'sais. Donc, tu peux pas penser que ce que tu vas dire ou faire va avoir une portée très, très longue. Donc, cette gestion-là des attentes de l'équipe, de dire, là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est super important. C'est important pour la semaine qui vient. Puis peut-être que la semaine prochaine, ça n'a plus du tout d'importance. Donc, cette gestion-là des attentes est importante. La présence des dirigeants. Si vous aviez l'habitude de rentrer au bureau à 10 h puis de partir à 3h30, c'est probablement pas une bonne idée. Depuis le début de la crise, puis j'ai été capable de retourner au bureau. Je suis probablement là le premier à 5h30, 5h15 du matin, puis j'essaie de partir le dernier. Donc, cette présence-là, souvent dans les premières semaines, est vraiment, vraiment importante. Les réseaux sociaux, oubliez-le pas. Ça vous donne un bon feeling aussi de certains intangibles de l'émotion des gens. Donc, moi, même si je ne suis pas super actif sur les réseaux sociaux, je suis ami avec probablement toute l'organisation. Donc, ça l'a donné beaucoup de choses à savoir, OK, comment les gens se comportent chez eux en confinement, ou s'ils doivent rentrer travailler le lendemain, la veille, qu'est-ce qu'ils publient. Ça va vous donner beaucoup de petites finesses par rapport à comment vous allez devoir réagir. Il ne faut pas oublier que finalement, il y a des choses, le fun aussi à travers ça. Nous autres, nos équipes, même dans la gestion à distance, nos équipes, on leur a demandé d'avoir une demi-heure, une rencontre une fois par semaine. Ils se font un petit 5 à 7 d'une demi-heure où ils ne parlent pas du bureau. Donc, ils sont l'équipe ensemble, ils sont sur leurs Teams, mais c'est pas de la job. C'est pas de la job pour une demi-heure. On se tient au courant de nos familles, de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire en fin de semaine. Donc, ça, c'est important de l'instaurer dans vos équipes. Une autre chose qu'on a fait aussi, des entraînements virtuels. On a engagé un coach
Puis le lundi, mercredi, puis vendredi, à 4 heures, on a des entraînements. Donc, les gens avec leur team, ils ont juste à accepter la rencontre. Puis finalement, bien, il y a un coach professionnel qui nous guide dans des entraînements. Donc, d'essayer à travers ça d'avoir un semblant de vie normale aussi, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Donc, c'est pas mal essentiellement là, les points plus critiques qu'on a fait chez SBI. Merci Jean-François, puis je trouve ça le fun que tu parles de ces pratiques-là, puis pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de mobilisation, puis je suis certain qu'il y en a parmi les participants qui se disent, écoutez, on est dans la crise, là, on est-tu vraiment à parler de mobilisation? La réponse, en fait, c'est oui, c'est super important. Puis on croit vraiment que les entreprises qui vont se distinguer là, dans la crise actuelle, c'est celles qui vont avoir vraiment mis en place, un peu comme Jean-François en parle, mais des actions concrètes de mobilisation du personnel. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'avant la crise, là, on était en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ça faisait des mois et des années qu'on en parlait. Là, on est passé rapidement en contexte de pénurie d'emploi. La situation a viré de bord du jour au lendemain. Mais clairement, on va revenir dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Cette situation-là ne sera malheureusement pas réglée par la crise. Puis les gens se parlent et les gens savent très bien quelles entreprises gèrent bien la crise avec leurs employés, qui communiquent, qui mobilisent. Puis les gens le savent aussi quelles entreprises gèrent moins bien cette crise-là. Donc, on pense que les employeurs qui sont proactifs dans les actions de mobilisation vont assurer une meilleure attraction puis une meilleure rétention de leurs employés. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre des actions en ce sens-là. Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan d'action, je vous disais d'entrée de jeu au début de la présentation qu'on voulait que vous ayez un outil, une grille, là, en fait, pour venir analyser, y a-t-il des choses à mettre en place rapidement? Cette grille-là vous sera envoyée par courriel là, dans les jours qui vont suivre la présentation, donc vous allez pouvoir vous y référer. Ça va vous permettre de faire une analyse sommaire de la situation actuelle en répondant à ces quelques questions-là, puis par la suite de vous monter un plan d'action. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'accompagnement à ce niveau-là, ben Mallette a développé un produit qui permet de faire un diagnostic express ou un diagnostic éclair en ressources humaines là, pour vous aider dans la mise en place de ce plan d'action-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des besoins à ce niveau-là. Alors, si on passe à la dernière diapositive, en conclusion, ben, il y a plusieurs points, je pense, importants au niveau de la gestion des ressources humaines à prendre en compte dans le contexte de la reprise des opérations. Ce qu'on a abordé avec vous aujourd'hui, c'est ceux qu'on considère qui sont les plus prioritaires ou les plus importants. Donc, c'est sûr qu'il y a possiblement des questions qui vont être plus larges là, que ce qu'on a abordé aujourd'hui. Puis on restera disponible pour y répondre. En fait, ce qu'on va faire, on va récupérer toutes les questions qui vont ressortir du webinaire, puis on va faire un questions et réponses qui vous sera acheminé aussi par courriel aux participants. Donc, vous allez pouvoir en prendre connaissance là, et avoir une réponse à vos questions. Donc, en conclusion, les points importants pour nous, on commence par faire une analyse des fonctions essentielles de l'organisation et des compétences qui sont requises pour assurer le roulement de ces fonctions-là. On s'assure d'avoir une bonne compréhension des enjeux légaux, mais on prend des décisions morales qui sont justes et équitables. On s'assure d'avoir des communications proactives et régulières avec nos employés. Puis surtout, on ne néglige pas l'importance de la mobilisation dans le contexte actuel. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais céder la parole à ma collègue Julie qui prend le relais. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, David. Merci, Dani. Merci, Jean-François. Je pense que vos conseils et vos trucs que vous avez donnés aux gens vont être très utiles pour la suite des choses. Si jamais, comme David disait, vos questions n'ont pas été répondues, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à réseaumallette@mallette.ca. J'ai mis l'adresse sur la conversation qu'on a sur le fil d'actualité. Vous pouvez nous envoyer vos questions, puis je vais les transmettre aux conférenciers sans problème et ils vont pouvoir vous aider à passer à travers cette crise. D'ailleurs, le réseau Mallette vous offre un autre webinaire qui aura lieu le 7 mai à 9h30, donc toujours même heure, même poste. Il sera présenté avec Hugues Foltz, président de la compagnie Vauban. Et le sujet de sa conférence est « Sommes-nous passés d'une révolution technologique à une révolution humaine ?» Donc, je vous invite à y participer en vous inscrivant. Vous pouvez nous écrire à réseaumallette@mallette.ca. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde.